on hérite bien sûr de certains traits physiques de ses parents, on hérite de ces 46 chromosomes, mais une grande part de ce qui va se passer en termes de santé dépend du microbiote intestinal qu'on va récupérer à la naissance. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour À Votre Santé, bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Le retour aujourd'hui du docteur William Beribi. Bonjour doc. Bonjour Philippe. Docteur en médecine, gastro-entérologue et hépatologue, expert du microbiote intestinal et créateur du concept de la médecine microbiotique. Vous êtes l'animateur du podcast Merci Docteur et votre nouveau livre vient de sortir. Il s'appelle « Votre futur bébé en pleine santé, l'ordonnance grossesse pour lui transmettre un bon microbiote » aux éditions Marabout. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que c'est pendant la grossesse et non après que vous construisez une grande partie de la bonne santé de votre futur enfant. Absolument. Ça, c'est important de savoir. Absolument, c'est-à-dire qu'en fait, on a pensé longtemps que finalement le destin santé d'un enfant commençait à s'établir dans les premières années de la vie. Mais en fait, aujourd'hui, grâce au microbiote intestinal, on sait que c'est pas ça. Et qu'en fait, tout se joue avant la naissance. Dès J1 de la vie du fœtus. Alors, on hérite bien sûr de certains traits physiques de ses parents, on hérite de ces 46 chromosomes, mais une grande part de ce qui va se passer en termes de santé dépend du microbiote intestinal qu'on va récupérer à la naissance, si on est par voie basse, et puis un peu plus tard dans le temps, si la naissance se fait par césarienne. Donc c'est une petite révolution d'approche, puisque ça donne un angle totalement nouveau à la santé, et à la possibilité de jouer sur la santé beaucoup plus tôt qu'on ne le pensait auparavant. C'est ce que vous appelez l'empreinte microbiotique. C'est ça. On va récupérer en fait le microbiote de sa maman, donc soit par voie basse, donc tout de suite, donc on va avoir son socle microbiotique, après qui va évoluer en fonction de la vie, bien évidemment, et puis par césarienne, là c'est différent, puisque évidemment on passe pas par le bas, et on va récupérer la peau, le microbiote de la peau, de l'air, de la tétée, et c'est comme ça que le microbiote va se constituer. Donc ça va être beaucoup plus long, puisque ça va mettre en moyenne, pour avoir un microbiote à peu près définitif, 3 ans. Il faut donc 3 ans pour rattraper la voie basse quand on accouche par césarienne. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que lors d'un accouchement par césarienne, eh bien, le microbiote de votre enfant est différent. Voilà, le microbiote intestinal de l'enfant est différent et va mettre 3 ans à atteindre sa plénitude et sa maturité. Donc il y a déjà un décalage de 3 années, ce qui est quand même considérable. Au bout de 3 ans, le nouveau-né, donc à ce moment-là c'est un enfant, il est plus nourrisson, il va avoir un microbiote définitif qui va évoluer après en fonction des aléas de la vie. Donc en fait, c'est très différent et il y a des différences en termes de santé. Si un enfant accouche par voie basse, naît par voie basse, ou par césarienne. C'est-à-dire que ça ne va pas être le même microbiote. Au départ, à 3 ans, ça va se rattraper, mais il va persister des différences sur le plan de la santé avec une certaine forme de handicap, si je puis dire. Il y a ce qu'on appelle l'ensemencement vaginal. Oui. Alors l'ensemencement qu'on pratique justement pour pallier ces carences d'accouchement par voie basse. Voilà. Alors est-ce que pour vous ça fonctionne ? L'idée, alors la réponse est clairement non, et je vous explique pourquoi. Alors effectivement, l'idée était bonne. L'idée était bonne, ça part d'une bonne idée, c'était de se dire, puisque le bébé ne passe pas par voie basse, on va récupérer un peu de sécrétion vaginale de la maman et on va lui mettre sur la peau et sur la bouche pour accélérer et simuler en quelque sorte une acquisition de microbiote vaginal de la maman. Mais le problème, c'est que on sait aujourd'hui que c'est pas le microbiote vaginal qui est important, parce qu'on a pensé longtemps que c'était par là, puisqu'effectivement le bébé il sort par le vagin, on a pensé que c'était le microbiote vaginal qui comptait. Aujourd'hui, on sait que c'est le microbiote intestinal. Donc mettre des bactéries du vagin pour favoriser l'implantation du microbiote intestinal, ça ne peut pas vraiment marcher. Deuxième chose, il y a des maternités qui le font, mais en termes d'études scientifiques validées, vous savez que je m'appuie toujours sur ce qui a été publié et démontré, on n'a pas de bénéfice à le faire, ni en termes de véritablement constitution du microbiote accéléré, ni en termes de prévention des maladies.
Troisième réserve que j'ai, qui est le risque de transmettre une infection sexuellement transmissible. Parce que si vous preniez chez une femme qui a de l'herpès, par exemple, et qui ne le sait pas, parce que l'herpès vaginal, c'est silencieux très souvent, et vous mettez ça dans la bouche de l'enfant, et ben vous lui transmettez un virus qui va l'handicaper et l'embêter toute sa vie. Donc voilà, donc pour toutes ces raisons-là, il n'y a pas de légitimité à le faire. Alors, il y a une autre pratique qui est en train de se démocratiser, c'est ce qu'on appelle la transplantation du microbiote fécal. Alors ça marche, il y a eu des études, donc toujours dans le cadre de la recherche, etc. Mais c'est quand même extrêmement lourd. C'est-à-dire de transplanter le microbiote fécal de la maman à un nouveau-né, bon, c'est un process qui est absolument disproportionné, si vous voulez, par rapport à l'enjeu. Donc, du coup, ça va rester dans la recherche et ça va pas être quelque chose qui va se vulgariser. Alors, comment techniquement on peut limiter les effets d'une naissance par césarienne sur un enfant ? Alors, déjà, la césarienne, c'est beaucoup d'accouchements, puisque vous avez quand même 20% des accouchements qui se font par césarienne. Première remarque. Combien ? 20%. Près d'une femme sur 5. Donc, c'est quand même énorme. Alors, des fois, il y a plusieurs raisons. Ça peut être un bébé qui est trop gros, ça peut être un siège. Des fois, ça peut être un choix personnel par rapport à une femme qui a eu un premier accouchement très difficile par voie basse, etc., avec une déchirure. Voilà. Donc, ça peut se comprendre, si vous voulez. Mais il n'empêche que ça va avoir des impacts. Alors ces impacts, il y en a 3 principaux. C'est l'augmentation de l'allergie alimentaire, c'est-à-dire que le nouveau-né va avoir plus d'allergies, et le nourrisson. Une augmentation de l'asthme et une augmentation de l'obésité. Donc ça, c'est parfaitement démontré dans des grandes séries. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que les enfants qui naissent par césarienne ont plus de risques de développer ces 3 allergies, asthme, obésité. Voilà, donc ça c'est clair, net et précis. On a des dizaines et des dizaines de data sur le sujet, donc c'est important de le savoir. Parce que imaginons une césarienne où il n'y a pas de discussion, il faut absolument la faire. Dans un cas où c'est du 50-50, si je puis dire, la maman, elle a besoin de le savoir, ça. C'est quand même un paramètre qui doit lui être donné, à mon sens. Oui. Et donc, de ce fait, aujourd'hui, la médecine microbiotique, comme vous le savez, n'est pas très connue. Et c'est des paramètres qui ne sont pas dans les maternités du tout mis en avant. Mais est-ce qu'on rattrape, Dr Bérébi, justement, le fait de naître par une césarienne? Est-ce qu'il y a des moyens? Est-ce qu'il y a des ordonnances et des protocoles qui permettent justement de rattraper le retard? Alors, il y a des protocoles que j'indique dans le livre. Il y a un certain nombre de protocoles microbiotiques dans mon livre, tout comme il y en avait dans Mission Ventre Plat et dans Médecine microbiotique. Et donc, dans ces protocoles, par exemple, dans la césarienne, il y a un probiotique qui peut être pris donc dès le début de la vie, pendant le premier mois, pour justement diminuer significativement le risque d'allergie alimentaire. Pour les enfants. Pour les enfants. Ouais. Donc, si vous voulez, donc c'est assez fascinant de se dire qu'on peut... Alors, c'est quoi ce probiotique? Alors, c'est un Infantis, HN001, et qui est commercialisé. C'est ça l'intérêt, parce que sinon, il n'y aurait pas de protocole. Et donc, il est commercialisé. Donc, j'invite les mamans qui accouchent par césarienne, qui veulent réduire, et ça, je pense que c'est la démarche de toute maman, le risque d'allergie alimentaire, eh bien, de prendre ce probiotique-là, d'en parler avec son pédiatre, avec son obstétricien, pardon. Ah, c'est pas facile à dire. Obstétricien. Voilà. C'est dit. Et donc, voilà, on a un moyen d'action aujourd'hui en médecine microbiotique pour ce volet-là. On peut limiter, finalement, les effets. Alors, on peut le limiter là pour les allergies, et pour l'obésité, vous verrez que c'est plus subtil. Alors, évidemment, on ne va pas non plus aujourd'hui stigmatiser les femmes qui accouchent par césarienne. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Il s'agit de stigmatiser personne. C'est juste, l'objet de mon livre, c'est d'informer les femmes, enceintes ou pas d'ailleurs, sur les nouveautés de la recherche sur le microbiote intestinal, et de dire, contrairement à ce qu'on pensait avant, le microbiote, il ne va pas se façonner uniquement dans les premières années de la vie, mais déjà de la vie du fœtus. Et donc, on a des moyens d'action pour léguer finalement ce qui est de plus précieux. Qu'est-ce qu'on a de plus précieux? Ce n'est pas l'héritage qu'on va toucher à la fin de sa vie, c'est de naître avec un capital santé optimum.
Il n'y a pas de plus beau cadeau. Et quand on parle de microbiote, on parle de système immunitaire. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Bien sûr. Tout ça est lié, puisque vous avez 60% des cellules de l'immunité qui sont dans l'intestin. Donc en fait, quand vous avez un microbiote déséquilibré, vous allez avoir un système immunitaire qui va être déficient. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'il y ait plus d'allergies alimentaires, puisque les allergies alimentaires sont liées à une dysrégulation du système immunitaire. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a multiplié le nombre de choses qu'on mange finalement. Ça peut jouer un rôle peut-être à la marge, mais l'essentiel de l'allergie, si vous voulez, du mécanisme allergique dans sa globalité, c'est un déséquilibre du système immunitaire. C'est-à-dire que l'organisme, au lieu de recevoir un aliment comme un aliment, il va le recevoir comme une agression étrangère. Et donc il va développer une réaction immunitaire. Et ça, c'est sous-tendu par le déséquilibre du microbiote. Voilà, et on parle de la sortie du nouveau livre du docteur William Bérébi ce matin, Votre futur bébé en pleine santé, l'ordonnance grossesse pour lui transmettre un bon microbiote chez Marabout. À noter qu'il sort en poche dès sa sortie à un tout petit prix. Oui, il sort en poche d'emblée. Pourquoi ? Parce que c'est une démarche de santé publique que j'ai voulu faire, c'est-à-dire que comme il y a des informations très nouvelles qui n'ont jamais été traitées auparavant dans les publications, qu'elles soient dans les livres français ou internationaux, c'est pouvoir permettre à toutes les femmes, donc il y a eu de mémoire 678 000 grossesses à terme en 2023, de permettre à tout le monde, en fait, sans limite de budget, de pouvoir l'acquérir, puisqu'il coûte 7,50 € contre 19,90 € pour un livre classique. C'est un budget, ouais. Et j'ai pensé que c'était important de pouvoir le rendre accessible à tous. Alors, contrairement à ce qu'on a cru, docteur Bérébi, pendant longtemps, l'utérus, le liquide amniotique et le placenta ne sont pas des univers stériles. Tout à fait. Alors là, dans le microbiote, dans l'univers du microbiote, on va de découverte en découverte, comme vous le savez. Ouais. On a pensé que les poumons étaient stériles, on sait aujourd'hui que non. On pensait que les urines étaient stériles, on sait aujourd'hui que non. Et le placenta, on a pensé qu'il était stérile et on sait aujourd'hui que non. Et en fait, il y a effectivement des bactéries de la maman qui passent dans le placenta, qui sont dans le placenta, donc des bonnes bactéries, évidemment, sinon il y aurait une infection, et qui vont se transmettre au fœtus pendant la vie in utero, si vous voulez, dans le ventre de la maman. C'est le microbiote in utero. Voilà, in utero, exactement. Ouais. Et dès le ventre de la maman, il y a des bonnes bactéries qui passent, et ces bactéries, d'ailleurs, vont servir, en fait, pour enclencher le système immunitaire. C'est-à-dire que quand le bébé va naître, et que là, il va être en contact véritablement avec l'air extérieur, il va donc passer par voie basse, il va récupérer le microbiote intestinal de la maman, il va récupérer l'air, etc. Mais il ne le récupère pas avant ? Ah non, c'est ce que je vous explique. C'est-à-dire qu'en fait, avant l'accouchement, oui, il a des bactéries, mais quelques-unes, mais il n'a rien récupéré du microbiote de sa maman. Non. Le microbiote, il va le récupérer vraiment, on va prendre le cas de la voie basse, ça passe, il va récupérer le microbiote intestinal de sa maman, une espèce de copier-coller, à peu de choses près, et c'est là que ça va se passer. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la vie in utero, via le placenta et le liquide amniotique, il y a certaines bactéries de la maman qui passent quand même, des bonnes bactéries, et qui vont un peu préparer le terrain. D'accord. Et quand il va récupérer le microbiote et que le système immunitaire va véritablement se mettre en place, s'il a hérité de bonnes bactéries, il va mettre son système immunitaire en place plus vite et mieux. D'où l'intérêt d'avoir que la maman ait un bon microbiote intestinal pendant sa grossesse, puisqu'elle va léguer les bactéries qui vont elles-mêmes in utero servir de starter en quelque sorte au système immunitaire de son enfant. Alors le bébé, quand il naît, il a un microbiote dit de base. De base, voilà. C'est le socle, j'appelle ça le socle microbiotique. D'accord. C'est-à-dire qu'il va récupérer le microbiote de sa maman, avec quelques différences bien sûr, et puis après, il va se passer un certain nombre d'événements. Donc ça peut être le mode d'accouchement, ça peut être les antibiotiques, ça peut être l'allaitement maternel, etc., qui vont le façonner. Ça, c'est dans les tout premiers mois de la vie. En gros, comment se développe son microbiote et à quel âge on peut dire qu'il a un microbiote stable ? Voilà, alors on considère que le microbiote définitif est entre 3 et 5 ans. C'est-à-dire qu'on récupère le socle et puis après, il y a ce qui va se passer. L'alimentation, riche en prébiotiques ou pas, l'allaitement maternel,
les antibiotiques qui auraient été pris ou pas, puisque les antibiotiques jouent un rôle dans le développement de l'obésité chez le bébé. Et donc tout ça, ça va intervenir évidemment. Donc de ce socle de base, si vous voulez, selon les événements des premières années de la vie, le bébé qui deviendra enfant va avoir un microbiote entre 3 et 5 ans qui va être différent de celui qu'il a eu à la naissance. Évidemment, de fait. Et ça, c'est son microbiote donc, qui va conserver à l'âge adulte. C'est ça. Voilà, et qui va se modifier, mais en gros, à 5 ans, on est fixé. C'est ça. C'est-à-dire, c'est comme si, prenons une image, c'est comme si à 5 ans, vous aviez l'apparence physique que vous aurez à 18 ans. Voilà. En termes de microbiote, ça revient à ça. C'est-à-dire, vous aurez le même microbiote à 5 ans qu'à 18 ans. Physiquement, on va changer, évidemment, on va grandir, mais par contre, le microbiote, lui, à 5 ans, il est établi. Vous évoquez la question du diabète gestationnel dans votre livre. Alors ça aussi, ça concerne énormément de femmes. C'est au moins 50 000 par an, vous dites 50 000, oui, c'est énorme. Oui, c'est beaucoup plus que ce qu'on peut penser, effectivement. Et en plus, il est asymptomatique. Il peut être asymptomatique. Voilà. Et vous écrivez qu'il existe un probiotique efficace. Tout à fait. Alors, le diabète, si vous voulez, gestationnel, c'est un vrai problème parce que, en fait, comment on le détecte ? On va le détecter par une glycémie, donc un dosage du sucre dans le sang au 2e trimestre, et puis un autre test qu'on appelle HGPO après. Bon. En fait, cette glycémie, malheureusement, alors ça peut être surprenant, mais elle est réalisée qu'à peu près dans 1 cas sur 2 de la femme enceinte. Oui, monsieur. Si on prend les statistiques globales de la France. Donc, il y a un certain nombre de femmes qui passent entre guillemets au travers. Si une femme a un diabète gestationnel, elle a un risque très élevé d'avoir un autre diabète gestationnel lors de grossesse ultérieure et de développer tout simplement un diabète de type 2 par la suite, après sa grossesse. Donc si vous voulez, aujourd'hui, on a un protocole microbiotique, là aussi, qui permet, chez une femme qui a eu un diabète gestationnel, ou à risque de l'avoir, par exemple un gros surpoids, d'utiliser un probiotique au 2e ou 3e trimestre de la grossesse pour réduire le risque de diabète gestationnel ultérieur et même de diabète de type 2 post-grossesse. Alors, donc c'est quand même quelque chose qu'il faut savoir. En quoi ça consiste ? C'est des probiotiques en gélule, tout simplement. Pendant 2 à 3 mois, la maman prend donc un probiotique pendant sa grossesse, donc la grossesse suivante, puisque par définition, pour la première, on ne savait pas. Et donc, du coup, va réduire son risque de nouveau diabète ou de diabète établi et définitif par la suite. Parce que ça revient, c'est ça le problème. Voilà, ça revient. Donc, si vous voulez, c'est quand même une information qu'il est, me semble-t-il, important de diffuser. Alors, il y a beaucoup de recommandations de ce qu'il faut manger pendant la grossesse. Donc, finalement, la façon dont s'alimente la maman, ça a une influence sur le bébé et sur sa future santé. Absolument capital. Absolument capital. Donc, ça va dépendre de ce qu'il ingère en termes de prébiotiques. Donc, les prébiotiques, je le rappelle, c'est donc ces fibres qui sont dans les végétaux et dans les céréales complètes et dans les graines qui contiennent des prébiotiques qui vont agir sur le microbiote et permettre donc la bonne multiplication des bonnes bactéries. Ça va dépendre aussi de la consommation, mais vous allez sans doute y revenir, de sucre ou d'aliments ultra transformés, par exemple. Il y a beaucoup de prébiotiques dans le lait maternel. Voilà, alors le lait maternel... Ça faut expliquer, docteur. Alors, voilà, donc très important. Alors là aussi, pareil, pas d'injonction. C'est-à-dire que l'allaitement maternel, c'est un vrai débat personnel, de société, etc. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? À la maternité, une femme sur 2 allaite au sein. À 2 mois, il n'y en a plus qu'une sur 3. Donc ça prouve bien qu'il y a une difficulté technique, professionnelle, etc., de différents ordres. Alors, l'allaitement maternel, pourtant, effectivement, comme vous le dites, il contient des human milk oligosaccharides, ça veut dire des prébiotiques, c'est-à-dire des substances qui vont nourrir le microbiote et permettre la multiplication des bonnes bactéries et permettre de développer un bon système immunitaire. Donc, l'allaitement maternel, si vous voulez, c'est un atout considérable pour un bébé. Alors, en termes d'impact clinique, parce que c'est ça qui compte pour moi le plus, ça va diminuer le risque de diarrhée infectieuse, type à virus, rotavirus, d'asthme, d'eczéma, mais aussi d'obésité. C'est-à-dire qu'une femme qui allaite au sein réduit
de 22% le risque d'obésité chez son enfant. Et quand on dit allait, c'est sur quelle durée ? Alors, dans les études, c'est 6 mois. 6 mois, alors si on le fait que 3 mois, c'est bien quand même, mais disons que le bénéfice très important santé, c'est 6 mois d'allaitement maternel. Et c'est relatif, si vous voulez, à ce que contient ce microbiote du lait aussi, parce qu'il y a aussi des bactéries dans le lait, des bonnes bactéries, que le bébé va ingérer, si vous voulez, comme une gélule de probiotiques. Là, lui, ces gélules, ou bien dans l'alimentation, ça peut être le yaourt, chez l'humain et chez l'adulte, là, il va les prendre par le lait maternel. Donc, c'est tout à fait fascinant. Ouais. Galactosaccharide. C'est ça. Human Milk Oligosaccharide. Human Milk Oligosaccharide, c'est ça. Voilà. C'est le probiotique qui est dans le lait. Googlez. HMO. D'ailleurs, alors, ce qui est très intéressant aussi par rapport à l'allaitement, c'est que les industriels cherchent depuis la nuit des temps à reproduire exactement le lait maternel. Mais ça n'a jamais été possible, parce que c'est tellement fantastique le corps humain que le lait maternel, il est unique. Et d'ailleurs, il s'adapte puisqu'il change lui-même en composition tout au long de l'allaitement. Donc, il y a le fameux colostrum. Voilà, qui est le tout premier lait, qui est presque translucide. Et après, le lait va changer en termes de composition, de teneur en lactose, de HMO, etc. Et si vous voulez, ils ont essayé de reproduire, ils n'y sont pas arrivés. Mais néanmoins, il y a des progrès, fort heureusement, pour essayer de coller, si je puis dire, au lait maternel, sans y arriver complètement. Et vous avez des laits enrichis en prébiotiques, des laits enrichis en HMO, des laits enrichis en DHA, qui est un oméga 3. Donc tout ça concourt, et en lactoferrine. Mais vous en pensez quoi techniquement de ça C'est bien, parce que alors là aussi on sait que, si vous voulez, ces laits enrichis, en tout ce que je viens d'indiquer, permettent pas de mimer exactement un lait maternel, mais permettent quand même d'atténuer les conséquences du non-allaitement maternel. C'est-à-dire dans les conséquences que je vous ai indiquées, c'est-à-dire par rapport à l'obésité, par rapport à l'asthme, par rapport à l'eczéma atopique, par exemple. Donc c'est intéressant. Donc oui, donc l'idéal, pour être clair, est tout à fait simple. Si on le peut, le mieux est de donner le sein pendant 6 mois. Ça, c'est la sécurité maximum. Si on ne le peut pas, on fait ce qu'on peut. 3 mois, c'est bien déjà. Et si on ne peut vraiment pas, on prend des laits enrichis. Parce que là, on va quand même atténuer. Mais ils ont une vraie valeur ajoutée. Ils ont une vraie valeur question, oui. Ça va, parce que souvent, oui. Non. L'industrie... Non, là, oui, bien sûr, vous avez raison. Et d'ailleurs, si on met enrichi en oméga 3, vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, bien sûr. Dans les laits, par exemple, de l'adulte, etc. Donc, ce que vous dites est parfaitement vrai. Et j'ai eu l'occasion plein de fois d'en parler ici. Mais là, pour le coup, c'est vrai, et les laits enrichis, c'est un plus. Avec le docteur William Bérébi qui est là avec nous à l'occasion de la sortie de son nouveau livre. Ça vous concerne tous. En plus, il sort en livre de poche pour un tout petit prix, 7,50 €. Votre futur bébé en pleine santé, l'ordonnance grossesse pour lui transmettre un bon microbiote chez Marabout. J'ai vu la liste des légumes qui sont recommandés de manger pendant la grossesse, mais il y a beaucoup de légumes amers. Oui, alors bébé va pas faire un peu la tête, parce que si vous lui donnez que des asperges, des choux, des artichauts... Mais là, c'est dans le ventre de la maman, hein. Oui, ça passe pas bébé à... Si, alors justement. Alors là, sans le vouloir, peut-être, Philippe, vous touchez un point essentiel. C'est-à-dire que le bébé, il va goûter ce que mange la maman. C'est ça. Donc, s'il mange des légumes, des fruits, il va aimer ça très tôt dans la vie. Si par contre, vous mangez très sucré, eh bien, il va adorer le sucre, puisque le sucre, il y a une vraie dépendance, comme vous le savez, et donc, il va du coup aimer le sucre et avoir tendance à en consommer davantage et à avoir des problèmes de poids. Donc en fait, il faut se dire que ce que la maman mange dans le ventre va aller, quand elle est enceinte, va aller dans le bébé, le fœtus. Ce qui veut dire que si vous l'habituez à manger des légumes, il va aimer les légumes. Si vous l'habituez à manger beaucoup de sucre, il va aimer beaucoup le sucre. Et vous n'allez pas lui rendre service. Mais les bébés, ils n'ont pas un intérêt pour le goût sucré tout de suite ? Alors, pas tout de suite. Alors, les papilles gustatives, on les a à la 16e semaine. D'accord ? Donc, à ce moment-là, elles sont là. Donc, ils goûtent.
Donc, on a tous une appétence pour le sucre parce que justement, dans le ventre de la maman, on prend du sucre. Et que du coup, adulte, on reproduit le schéma d'une dépendance plus ou moins avec stimulation de la dopamine, etc. Et donc, si vous voulez si vous en donnez trop, du coup, il va avoir cette habitude et ce goût pour le sucre qui ne va pas nécessairement lui rendre service au cours de sa vie. Donc, c'est très important de comprendre que finalement, il mange la même chose que vous. Et les recommandations qu'on fait aujourd'hui en disant aux humains de manger des légumes, des fruits, des légumineuses, des céréales complètes, des graines, et pas d'aliments ultra transformés, le bébé, il mange la même chose. Et donc, si vous voulez, le fœtus. Ce qui veut dire que cette habitude qu'il faut avoir pour avoir un bon microbiote, et pour éviter les problèmes, notamment d'obésité ou de diabète, si vous les faites pendant votre grossesse, vous allez donner ces bases-là à votre fœtus et donc à votre enfant. Alors, comment est-ce que vous expliquez le phénomène des envies ? Alors, il n'y a pas d'explication. Parce que dans les envies, il y a rarement j'entends rarement des gens dire j'ai craqué j'avais des envies d'artichaut. Non. Alors, c'est classique, ça peut être des glaces, ça peut être c'est régressif. Une raclette à 3h du matin, ça peut être du sucre. En général, c'est souvent du sucre. Alors, on ne sait pas exactement, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Il y a des modifications hormonales, évidemment, pendant la grossesse. Donc, on pense que ça joue un rôle. Il y a aussi peut-être la symbolique de devoir manger pour deux, puisqu'il y a un bébé, etc. Donc, il n'y a pas de réponse consensuelle sur le sujet, mais force est de constater que ça existe. Donc, comment est-ce que vous avez un protocole ou quelque chose contre les craquages, les envies ? Les craquages, c'est les choses classiques. Alors déjà, ça me permet de faire une aparté sur le sucre. Le sucre, il abîme aussi l'hippocampe. L'hippocampe, c'est le centre de la mémoire. On sait, donc ça c'est fascinant aussi, c'est de se dire que quand il y a une consommation de sucre trop élevée, donc normalement c'est 25 grammes de sucre rapide, donc de sucre ajouté, qui est le maximum. En France, la moyenne, c'est 100 grammes. Et les femmes enceintes, elles consomment encore plus que ces 100 grammes-là. C'est-à-dire qu'elles mangent encore plus sucré que le français moyen. Femmes ou hommes confondus. Et donc, si vous consommez trop de sucre, vous allez abîmer l'hippocampe, qui est le centre de la mémoire. Et on sait que les consommations de sucre trop importantes diminuent, alors là, accrochez-vous bien, c'est assez stratosphérique, le quotient intellectuel de l'enfant. Donc, ce qui voudrait dire qu'il faudrait réduire sa consommation de sucre pendant la grossesse. Exactement. Et de façon consciente. Consciente, en sachant pourquoi, parce que c'est toujours pareil, si on comprend pourquoi on fait les choses, on va les faire avec plus d'envie, 25 grammes maximum de sucre ajouté par jour. Donc, quand vous savez qu'une canette de coca, c'est 34 grammes, et quand vous savez qu'un verre de jus de fruits industriel, c'est 20 grammes, vous êtes tout de suite à ces 25 grammes. Donc, si vous n'avez pas cette gymnastique, vous abîmez l'hippocampe et vous diminuez le quotient intellectuel de votre enfant. Et c'est vrai aussi pour les soda light, parce que vous savez, ça, c'est un autre cheval de bataille que je mène, si je puis dire, parce que c'est une aberration. L'aspartame et les édulcorants, en fait, abîment la santé et augmentent même le risque de cancer, de diabète et d'obésité. Mais dans le cas qui nous préoccupe aujourd'hui, de la grossesse, on sait que les soda light, donc l'aspartame, c'est pire que le sucre en termes d'impact sur le cerveau et sur le quotient intellectuel, et que également l'aspartame augmente le risque d'accouchement prématuré. Alors, est-ce qu'il y a des vitamines, par exemple, à laquelle une femme enceinte doit faire attention et doit se supplémenter en cas de niveau non atteint ? Tout à fait. Alors ça, c'est très important de le dire. Il y en a plusieurs, et il y a notamment la vitamine D et les oméga 3. Alors la vitamine D, c'est capital parce qu'en fait, on s'est aperçu dans les études que l'apport qui était fait en France, qu'est-ce qui se passe ? Au 7e mois, l'obstétricien ou la sage-femme va prescrire 100 000 unités de vitamine D à la femme enceinte. Mais il y a des études qui ont étudié le taux de vitamine D à la naissance des bébés. Et donc, en ayant cette supplémentation, qui est celle qui est validée aujourd'hui dans les maternités, 12% des bébés sont carencés en vitamine D. Et la carence en vitamine D, si vous voulez, donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de femmes qui sont carencées, parce que cet apport, en fait, n'est pas suffisant. L'apport prescrit actuellement n'est pas suffisant, donc je mets dans le livre le protocole réel qu'il faut en apport de vitamine D pour justement qu'il n'y ait pas de carence. Donc le bébé, lui, il est impacté, donc il peut avoir plus de caries, par exemple.
puisqu'il manque de vitamine D. Hein. La vitamine D et le calcium, ça joue dans le développement des caries. Et la femme enceinte, elle va avoir plus de risques d'accouchement prématuré, là aussi. Elle va avoir plus de risques d'hémorragie du postpartum, etc. Donc il se passe 2 conséquences, si vous voulez, quand il y a une carence en vitamine D, sur la maman enceinte et sur le nouveau-né, donc le bébé. Alors, il y a une autre vitamine dont vous parlez, c'est la B9. Voilà, la B9, c'est les folates, ce qu'on appelle les folates classiquement. La vitamine B9, elle a un rôle très important. Elle sert à la formation du tube neural, hein, donc de l'axe, si vous voulez, cérébral en quelque sorte. Et si vous êtes carencé, vous pouvez avoir un défaut de fermeture du tube neural, c'est-à-dire que la moelle, elle ne va pas être refermée comme il faut. Donc ça, c'est très important d'y veiller, d'avoir une supplémentation systématique de vitamine B9. Systématique pendant la grossesse, et donc pour éviter justement ces problématiques-là. Alors pour la B9, c'est mieux fait, il faut dire la vérité. On n'a pas trop d'anomalies en France sur l'apport de B9. Par contre, sur la vitamine D, oui. Et il y a aussi les oméga 3. Donc les oméga 3, si vous voulez, on sait qu'il faut avoir un gros apport de végétaux et de poissons gras pour avoir suffisamment d'oméga 3, notamment DHA. On sait que 60% de la population française est carencée. Donc, et ça je le dis tous les jours à mes patients, d'avoir un apport suffisant d'oméga 3, mais pendant la grossesse c'est très important aussi, et puisque notamment le DHA joue un rôle dans le développement cérébral. C'est-à-dire que le cerveau, pour qu'il se développe, il est suffisamment d'acides gras, puisque c'est des acides gras, et il faut qu'il en ait suffisamment. Et donc, j'ai mis dans mon livre un protocole. Alors ça, vous êtes novateur, hein, d'ailleurs, il faut le dire, sur les oméga 3. Donc là-dessus, il faut être vigilant, hein, vraiment. Tout à fait. Ouais. Et avoir un apport d'oméga 3 pendant la grossesse, puisque l'alimentation ne va pas suffire, et l'enjeu, il est capital, puisqu'on parle du développement neurologique de l'enfant. Donc là, j'ai mis un protocole dans mon livre avec les apports d'oméga 3 requis, aussi bien chez le végétarien ou chez le non-végétarien. Sur le fer, dont on parle beaucoup pendant la grossesse, quels sont les risques de manque de fer d'un bébé ? Alors, ça va être l'hypotrophie. Alors, il peut y avoir deux risques. L'anémie chez la maman. Donc, l'anémie, ça veut dire c'est une baisse de l'hémoglobine, donc un manque de globules rouges. Et s'il y a un manque de fer, ce qui va se passer, c'est que l'oxygénation du bébé ne va pas être suffisante. Donc, c'est important là aussi d'avoir un apport en fer adapté. On va doser le fer pendant la grossesse et on va vérifier l'existence ou pas d'une carence et on va supplémenter la maman. Mais il ne faut pas le prendre n'importe comment, parce que si vous êtes par exemple hypertendu ou obèse, si la maman est hypertendue ou obèse, un excès de fer, ça peut favoriser certaines complications au cours de la grossesse, comme la prééclampsie par exemple. Donc, alors attendez, la prééclampsie, ça veut dire que la maman, elle va se mettre à avoir une hypertension artérielle avec des œdèmes au niveau des jambes, et ça peut poser un certain nombre de problèmes au niveau de l'accouchement et avoir un ralentissement sur le fœtus. Les besoins en magnésium augmentent aussi pendant la grossesse. Tout à fait. Donc il faut boire de l'épar. Voilà, alors là, bon... non, j'en sais rien. Vu le scandale qu'il y a eu sur les eaux, alors là, pour le coup, on est refait. Là on est refait, si je puis dire. Effectivement, donc il y a ce scandale sur certaines eaux minérales, pas toutes. Pas toutes. Mais globalement, alors il y a plein de moyens d'apporter du magnésium. Vous avez les oléagineux, donc tout simplement les amandes, noix de cajou, les noix de Grenoble, donc ça c'est très bien. Vous avez aussi les céréales, vous avez la banane ou le chocolat. Donc voilà des apports qu'il faut avoir pendant la grossesse et penser à ces aliments-là. Attendez, parce que si vous dites banane et chocolat, tout le monde va retenir chocolat. Eh ben, je préfère, si vous voulez, Philippe, qu'une femme enceinte prenne du chocolat noir à 70% au moins, plutôt qu'une barre chocolatée, puisque... donc là, pareil, vous me disiez qu'est-ce qu'il ne faut pas manger. Qui sera bardé de sucre. Voilà, bourré de sucre. Donc ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure sur le sucre. Et les aliments ultra transformés qui sont bourrés d'additifs, comme vous savez, eh bien, il y a une étude très intéressante qui a montré aux USA, qui a montré que quand une femme consomme un soda light par jour, plus une barre céréalière par jour, eh bien, elle a une diminution du QI de son enfant. Là aussi. Et de la croissance du fœtus. C'est-à-dire que vous prenez des femmes, une barre chocolatée tous les jours, un soda lait tous les jours, eh bien,
ou un soda d'ailleurs. Et vous rajoutez un café. Et vous rajoutez au café, ouais, s'il y en a un, ça va. Ah oui, d'accord. Le café, comme je l'explique, donc ça donc diminue la croissance du fœtus. Bon, ça c'est les aliments ultra transformés de façon globale, et ça a été très bien étudié. Les AUT, ouais. Exactement. Et le café, il peut y avoir, s'il y a une grosse consommation, il y a des études qui montrent que si le bébé il a une croissance un peu basse, qu'il est en dessous de la courbe, ça peut ralentir sa croissance. Mais à partir de 3 cafés par jour. C'est pour ça que je conseille l'expresso, puisque contrairement à ce qu'on pense, souvent l'expresso, il y a très peu de caféine, ou bien tout simplement le décaféiné. Et le thé. Ou la chicorée. Alors là, vous conseillez la chicorée. Ah non, je ne conseille rien du tout. Je dis. Non, mais la chicorée. Mais qui boit de la chicorée? Pas grand monde. Non, c'est bon. C'est bon la chicorée. Mais faut avoir grandi avec quand même. Voilà. Mais la chicorée, c'est intéressant parce qu'il y a de l'inuline dedans, qui est un prébiotique, qui est bon pour le microbiote. Voilà, buvez de la chicorée, c'est le docteur William Bérébi qui le dit. La suite est dans votre livre, Votre futur bébé en pleine santé, l'ordonnance grossesse pour lui transmettre un bon microbiote chez Marabout. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et puis vous verrez la vidéo sur YouTube. Merci Doc. Merci Philippe, c'était un plaisir. À bientôt et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.